Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai été frappé, comme un peu tout le monde, hein, par la performance de Magnus Carlsen au Shamkir. Donc, le champion du monde hein, depuis 2013. Donc, ça fait 6 ans qu'il est champion du monde. Carlsen, un peu moins de 6 ans, ça fera 6 ans à la fin de l'année. Cependant, il est numéro 1 mondial depuis 2010. Donc ça fait déjà 9 ans. C'est déjà assez remarquable, ça laisse déjà une trace dans l'histoire. Et alors c'est vrai qu'on se demandait quand même, depuis un an ou deux, où il avait des résultats un peu moins bons, s'il était toujours aussi motivé. C'est souvent que les champions peuvent perdre un peu de motivation après avoir atteint des objectifs, après avoir dominé leurs concurrents. Et c'est un peu arrivé, on a eu l'impression que c'était quand même un peu arrivé à Magnus Carlsen pendant, oui, 2016, 2017, peut-être 2016, je sais plus trop, peut-être c'est là où il a gagné ces trois couronnes. Mais oui, 2016, 2017, 2018, en gros, on peut dire que c'est pas des années incroyables pour Magnus Carlsen. Par rapport à ses standards, évidemment, tout est relatif. Hein. Sachant qu'il a atteint un classement de 2889. Donc c'est vraiment incroyable, c'est le record. Et il arrive à faire un peu la synthèse de tous les styles, on peut dire, et c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo, et de toute l'histoire des échecs, quoi. Hein. Il a réussi à prendre un peu tout et à l'utiliser dans son jeu. Donc c'est ce qui fait le joueur probablement le plus complet. Hein. Enfin, vous allez me dire, ils sont tous assez complets, mais probablement c'est le plus complet, c'est-à-dire qu'il peut jouer un peu de toutes les façons et il le montre ici. Puis il a renouvelé quand même un peu son style de jeu parce que passer à la sicilienne alors que E4-5 lui avait autant réussi depuis tant d'années, c'était courageux en un sens et puis c'est surtout avéré très efficace. Voilà, donc il est passé contre Caruana, hein, surtout à jouer des siciliennes. Bon, il en avait déjà joué hein, dans sa vie, c'est pas la question. Notamment des dragons peut-être. Mais c'était pas dans son répertoire principal. Et là, il a évolué. Voilà, alors mon but c'est de vous montrer les 3 dernières rondes, parce que c'était assez exceptionnel ce qui s'est passé dans les 3 dernières rondes. Et de pas faire trop long. Voilà. Alors, la première que je voulais vous montrer, c'est celle contre Guiri. Donc, on va remonter ça et on va passer tout de suite à l'entête. Hop. Voilà. Donc Anish Giri, bon, qui a longtemps eu un score positif hein, contre Carlsen. Et c'est plus le cas depuis l'année dernière. Et là, donc, il en a perdu une autre. Pourtant, remarquable, vous voyez, presque 2800 Elo, Giri qui était sur une très bonne dynamique. Et là, il a raté son tournoi complètement. Voilà, alors à ce moment-là, Carlsen était à plus 2. Donc, c'est-à-dire, après 6 rondes, 2 victoires et 4 nuls. Donc rien d'incroyable. Bon, c'est très bien, évidemment, 2 victoires et 4 nuls en 6 rondes. Mais on peut dire que n'importe quel joueur du top 10 mondial est capable de faire ça dans un tournoi de top niveau. Donc rien de spécial. Et d'ailleurs, il était premier ex aequo avec Karyakin, si je me rappelle bien, avec 4 points sur 6. Voilà. Donc partie très importante contre Guiri par rapport à leur rivalité historique. Et puis pour le tournoi, bien sûr, Carlsen n'était pas encore détaché devant. Donc voilà, première partie contre Guiri, et puis ensuite contre Karyakin et contre Grichuk. Donc j'ai regardé un petit peu les conférences de presse, je me suis un peu intéressé à ces parties, j'espère vous présenter un résumé de ces parties. Voilà, mon but c'est de ne pas faire trop long, vous connaissez comment je peux me laisser emporter par une partie, je vais essayer de ne pas le faire ici. Et de vous montrer un peu voilà, ce qui était important dans ces parties et ce qui a été relevé quand même par pas mal d'observateurs comme assez remarquable. Allez, on y va. Donc l'échiquier, tout est prêt. C'est parti. Donc alors cette partie, Carlsen Guiri, qui a vraiment impressionné les commentateurs et le public, a été longuement analysé sur la chaîne Blitzstream, donc je ne vais pas faire une analyse aussi détaillée, déjà que je ne voulais pas le faire au départ, alors je vais encore moins le faire. Donc je vais juste vous montrer quelques variantes illustratives, voilà. Et puis si vous êtes intéressé par les détails de cette partie, eh bien je vous invite à aller la voir, je vais mettre le lien dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par plus de détails. Kevin a fait une très bonne analyse qui dure 25 minutes.
Voilà. Donc, bon, simplement, c'était une partie anglaise. Hein, ça a répété partie Carlsen Caruana championnat du monde jusque-là. Il y avait eu tour 8 de Caruana. Il y a eu H6 de Guiri. Bon, c'était pas une surprise pour Guiri, hein, bien sûr. Donc, il arrivait assez préparé ici. Donc, A5, on sait que B4, B5, c'est un plan assez fréquent dans l'anglaise pour essayer de faire jouer le fou sur la grande diagonale. Fou D2. Tranquillement, tour C1, dame protège le fou, fou C3, un peu de pression sur le pion E5, et cavalier D4 pour échanger des pièces, E3, cavalier prend, dame prend. Bon, il n'y a plus de cavalier, et c'est vrai que c'est pas facile de prendre l'avantage dans ces positions sans cavalier. Est-ce qu'il n'y en avait pas une comme ça entre Carlsen Caruana? Est-ce que c'était pas aussi ce matériel? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait, c'était ce matériel. Et puis en plus, il y a eu rapidement un échange. Ah, mais il y avait eu une autre partie, Carlsen Caruana. Je crois que peut-être c'était de fou à vérifier. Donc, on est là. Échange des cavaliers. Voilà, tac. C6. Vous verrez que F5 était une option pas mal. C6, bon, c'est complètement logique pour essayer de neutraliser le fou sur la diagonale et développer ce fou. Voilà, une des grandes difficultés des noirs, comme souvent dans beaucoup d'ouvertures d'ailleurs, hein, c'est de développer le fou de case blanche. Il y a eu F4 de Carlsen qui prend les choses en main. Il a considéré que le pion F4 était à peu près obligatoire. Bon, le problème qu'il a son pion attaqué 3 fois, il faut faire quelque chose. F. Et là, petite surprise, G.F. Carlsen qui sacrifie un pion pour l'initiative. Donc c'est vrai que c'est pas son style principal, hein, de jouer pour l'initiative, de sacrifier des pions, et c'est assez remarquable qu'il l'ait fait dans les 3 dernières rondes de ce tournoi. Alors oui, j'ai pas dit contre qui il a gagné dans les 6 premières rondes, hein, il a battu Navarra et Anand. Anand, un peu son client hein, depuis les championnats du monde 2013 et 2014 qu'ils ont joué, et la finale était égale et Anand a perdu pied. Ou on peut dire Carlsen lui a fait perdre pied. C'est toujours un peu la question. Et voilà. Mais là, Carlsen essayait de jouer de manière plus dynamique. Ça participe de ça aussi, hein, ce sacrifice de pion. Et c'était un peu difficile pour Guiri de refuser. Alors, elle n'a pas trouvé le coup de l'ordinateur roi H7, qui était un superbe coup pour tenir avec les. Si la tour passe à l'attaque, on gagne la dame. Donc, dame coincée un peu au milieu de l'échiquier, quoi. Enfin, elle est sur le bord, mais sur un jeu quand même plutôt dégagé, pas fermé. Et dame prend 3 chèques a été joué, roi H1. Et là, c'est dur. Tout simplement, c'est dur pour les noirs de se défendre parce qu'il y a beaucoup de pièces blanches qui sont dans l'attaque ou qui peuvent venir très vite dans l'attaque. Donc, défense difficile pour les noirs et Guiri n'a pas été à la hauteur de cette défense. C'était très dur. Il fallait trouver F6. Je crois, bon, qui fait des trous terribles sur les cases blanches, donc un coup qu'on n'a pas envie de jouer, hein, si on voit fou E4 qui arrive sur nous avec tour G1, bon, on n'a pas envie de jouer ça. Apparemment c'était le meilleur coup. Bon, déjà il peut pas prendre le deuxième pion, hein, parce qu'il se prend tour C1, il perd le fou. La dame peut pas rester au contact du fou, donc ça c'est clair. Le coup logique c'était fou 6, effectivement. Et après F5, fou D5, prise, tour CE1, les noirs n'ont pas de solution. S'ils prennent D3, ils se font complètement catapulter, un peu comme dans la partie, c'est-à-dire que, regardez, toutes les pièces blanches se dirigent vers le roi qui lui-même n'a pratiquement aucun défenseur. Donc quand il y a un gros surnom comme ça, en général ça se finit mal. Donc par exemple D4 pour bloquer le fou, dame prend, menace dame prend G7 mat, fou E5 pour protéger, F6 interception, fou prend, et là attention, il faut rester vigilant quand même, hein. On prend de la dame, si on prend de la tour en se disant bon, je vois pas la différence, on se prend dame D5 échec et on est obligé de mettre la tour en G2 et le classique dame prend G2 échec élimine la pièce qui cloue, du coup on prend la dame et là on a perdu, enfin on a perdu une qualité. Donc par contre dame prend F6, là on gagne direct, hein. Sur G6 on fait un classique, c'est-à-dire on se match le roc, tour prend, pion prend, dame prend, roi chute, tour H3 mat de l'escalier. Donc regardez, un classique, on a complètement fait disparaître les 3 pions défensifs du roc des noirs. Donc c'est une fin logique de l'attaque. Conclusion logique de l'attaque. Donc par contre, dame G5 c'est plus solide, mais un élégant tour G1. Très élégant pour sacrifice de dame, et on va récupérer un tour prend, on fait un petit moulinet, et puis on récupère, et on va avoir un pion de plus avec une excellente position. Voilà, donc sur fou aussi le naturel, c'était bien, mais bon, il y a eu tour D8, tour CE1, dame C5 propose d'échanger des dames, évidemment, c'est pas accepté, pion F5. Fou F8 pour défendre. Bon, si fou E6 en se disant je me développe et je veux faire fou D5, sachant que tu peux pas prendre parce que je te pique ta dame, il y avait juste dame G4, menace mat et menace le fou, hein. Donc sur F5 il faut F8.
Donc c'est vrai que le fou vient défendre le pion G7, très important. Fou E4, protège un peu tout. Tour D5, très belle idée défensive de Guiri qui propose un sacrifice de qualité pour tenter de survivre, mais c'est pas accepté par Carlsen. Tour F3, joli coup. B5, il veut faire B4 pour se débarrasser du fou. Et la fin va être complètement logique. Un jeu très pur de Carlsen. Ah oui, il n'était pas content parce qu'il a un tout petit peu été imprécis à un moment donné, mais c'est bon, il est vraiment très exigeant avec lui-même. Hein. Donc on peut pas trop lui en tenir rigueur. Il a choisi la voie la plus simple et c'était très efficace puisqu'il a quand même gagné assez facilement. Donc jolie variante déjà ici sur tour F3. G6 attaque la dame. Hein. On a l'impression qu'on peut pas prendre parce qu'on perd la dame, mais on prend quand même. Et si tour prend, on fait un mat en un coup. Puis on prend le mat du pion, des fous et de la tour. Très élégant. Hein. Là, beaucoup de pièces blanches participent à ce mat. C'est juste la tour E1 qui ne participe pas. On a un très beau tableau de mat. Bon, mais sur F prend G6, il peut essayer un plus piégeux dame prend C3. Avec l'idée de prendre la dame après, il n'y aura plus mat. Et les blancs gagnent quand même avec G prend. Roi H8 forcé. Tour G1. Menace mat. Voilà. Donc sur tour prend H5, on mat en 1. Et sur fou G7, bah, on mat en force avec dame prend H6, échec, on prend tour G8 mat. Voilà, donc belle variante illustrative de l'attaque des blancs. Dans la partie, il y a eu B5, tour G1. Il veut simplement faire fou prend G7, doubler les tours et l'attaque est mortelle. Il y a eu tour A7 pour se défendre. Donc il veut faire un petit F6 pour se défendre latéralement. C'est vrai qu'il n'a toujours pas sorti son fou, donc la tour a du mal à venir défendre son roi, donc elle défend comme elle peut depuis A7. Là, un coup assez esthétique de Carlsen, fou F6, il veut pas que le pion F7 avance en F6. Donc il veut menacer tour FG3 tranquillement. Il pouvait se matcher fou prend G7, mais c'était difficile de voir pourquoi ça marchait. Bon, l'erreur fatale à pas faire, c'est dame prend H6 comme d'habitude, en se disant bon ben c'est cloué, oui, mais n'oubliez pas que si votre pièce clouante peut se faire éliminer, vous pouvez vous retrouver dans le pétrin. Après dame prend G1, échec, votre dame est perdue. Voilà, donc faites très attention à ce piège. Donc il y a eu fou F6, joli coup. Pion G6, bon, menace rien. Et là, il fait dame H3. Ok, il pouvait faire tour prend, mais c'était encore une fois pas très facile. Par exemple, pour vous donner une idée, après tour prend, pion prend, dame prend, fou G7, donc on voit l'utilité de la tour en A7 qui défend latéralement. Fallait trouver fou C3 avec l'idée F6. Bon, c'est pas très facile. Donc il a joué tranquillement dame H3. Et l'idée est un peu planquée. Bon, déjà, il continue à protéger ça pour pas se le faire prendre, c'est important. L'idée un peu planquée, c'est de revenir sur F1 pour se déclouer le pion F5 et faire F prend G avec une attaque mortelle. Alors, ça a l'air lent, mais les noirs peuvent pas faire grand chose. Hein, donc, finalement, c'est fort. Donc, il y a eu tour D6, oups, tour D6 avec le fou. Et il a joué dame H4 tranquillement, encore une fois. Il pouvait faire D4, il a calculé, hein, il a dit à la conférence de presse qu'il a calculé ce coup. Si je ne m'abuse, avec l'idée tour prend D4, F prend G. On sacrifie le fou. Alors on sacrifie la dame bien sûr, mais ça c'est pas trop difficile à calculer que pion prend, il est obligé de prendre du roi. Ensuite on fait fou prend D4, échec à la découverte et on prend la dame et on gagne. Ça va, mais ce qu'il n'était pas sûr c'était tour prend fou, dame prend fou, pion prend. Fou C3 attaque le fou, enfin pression sur le fou en F8. Tour F1, mais bon, il y a encore du tour F4. Faut être vraiment sûr de soi, hein, parce que si on gâche la position d'attaque en faisant ça, c'est quand même dommage. On a deux pions de moins, la tour en A7 va venir défendre. Bon, on comprend qu'il n'ait pas joué ça. Mais là, il était un petit peu peut-être frustré de ne pas avoir joué ça, mais dame H4 tranquillement. Et puis ça s'est fini. Alors, sacrifice de qualité pour survivre de Guiri, donc on peut retenir cette idée défensive. Et bon, Carlsen, il rase quand même la position. Ici, il a une qualité sèche de plus. Et c'était tranquillement assez. Même si parfois, la paire de fous peut trouver du contre-jeu dans ce type de situation. Mais là, c'était pas vraiment le cas. En plus, Guiri était en grand Zeitnot. Donc, tour G7, abandon. Pourquoi? Parce qu'il va se prendre sur tour C4 une enfilade de fous. Et s'il essaie de tenir son fou avec le pion, il va se prendre fou prend H5. Tout naturellement. Voilà, donc je voulais pas passer trop de temps sur cette partie. N'hésitez pas à aller voir les détails dans la vidéo de Kevin. On enchaîne avec la partie suivante. Ah, c'est un tout petit peu décadré.
Donc Karyakin, alors ancien rival pour le titre mondial, hein, c'était en 2016 que Carlsen avait joué Karyakin. Donc on va se mettre du côté des Noirs. Donc Carlsen qui est fidèle à sa sicilienne. Il avait un demi-point d'avance sur Karyakin, hein, donc on aurait pu se dire, ah, stratégiquement, à une ronde de la fin, enfin à 2 rondes de la fin, avant-dernière ronde, pourquoi tu fais pas E5 et tu rejoues solide? Non, non, il utilise ce qu'il a étudié, hein, sicilienne contre Caruana, il recommence et Karyakin décide d'ouvrir. C'est un joueur de sicilienne ouverte, qui est Sergei. E5, donc il est fidèle à sa défense, Svechnikov, Magnus Carlsen. Et les Blancs, à l'image de Van Forest, je vais jouer contre Carlsen au mois de janvier, à l'image de Navarra, qui a essayé contre Carlsen aussi et qui a perdu dans ce tournoi. Les Blancs aiment bien continuer à essayer de vendre KVD5 contre Carlsen. J'avoue que c'est un peu téméraire parce que ça veut dire affronter une préparation de championnat du monde. Et ça, on sait que c'est toujours les plus puissantes préparations qui sont faites par les joueurs dans le calendrier. Donc c'est toujours chaud. Alors je suppose que prochainement, on va quand même voir le coup Fou G5 revenir un peu. Alors il y a certainement des raisons pour lesquelles on ne le voit pas pour l'instant. Ils n'ont pas dû trouver grand-chose avec les Blancs. Ou alors ils ont complètement confiance que les Noirs ont trouvé quelque chose et ils veulent pas s'y aventurer, mais j'ai envie de dire faudra y aller à un moment, hein, parce que cavalier D5, bon c'est un coup que j'aime bien parce que je l'avais aussi étudié pas mal. Il est en effet très intéressant, mais juste contre Carlsen ça appelle impossible quoi. Donc cavalier prend, prend, cavalier E7, il avait choisi cavalier B8 contre Navarra. Cavalier E7 ici, C4, donc ici c'est une structure que j'avais aussi enseignée dans un cours, puisqu'il y a un 4 contre 3 sur l'aile dame pour les blancs et un 4 contre 3 sur l'aile roi pour les noirs. Donc les blancs qui voudraient réussir le coup C5 notamment pour créer un pion passé, et les noirs qui veulent jouer avec du F5 et trouver du jeu sur le petit roc, souvent en avançant leur duo de pions. Voilà. Donc les enjeux sont un peu posés, ça fait un tout petit peu penser à l'Est indienne dans l'esprit, c'est-à-dire que les blancs jouent sur l'aile dame, les noirs sur l'aile roi, mais le jeu est quand même un peu plus ouvert qu'une Est indienne, et donc il se passe plus de choses au niveau du jeu ouvert, c'est plus tranchant quoi, en termes de rapidité de déplacement des pièces. Ok, G6, dame A4, fou D7, dame B4, attaque le pion. Fou F5, dame A4, fou D7, dame B4. Bon, et alors Carlsen, il avait joué dame B8 contre Van Forest à Viskanze. Il y avait eu H4, H5, fou E3, A6 et F5 ensuite. Voilà. Van Forest avait fait le grand roc pour le coup. Et ensuite, c'est joué sur cette base-là. Il avait déjà sacrifié le pion H5 dans cette partie. Ça n'avait pas été capturé de la part de Van Forest. Et puis les noirs avaient gagné assez facilement avec ce beau cavalier en E5. Donc on montre la partie. Voilà, une grosse domination sur la colonne F de Carlsen qui échange les dames et puis qui place ce petit coup tactique, mais de toute façon il était gagnant. Voilà, donc bon, dame B8 c'était pas une surprise théoriquement parlant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on se demandait à un moment si Karyakin allait répéter pour prendre la nulle. Bon, ça aurait été vraiment petit joueur alors qu'il a un demi-point de retard sur Carlsen à l'avant-dernière ronde du tournoi. Il ne l'a pas fait, il a joué H4. Il y a eu H5. Il est venu avec fou G5. Caruana avait joué fou E3. Championnat du monde. C'était la fameuse ronde 12 avec un grand roc. Ouais, c'est ça. C'était la fameuse ronde 11 ou 12 d'ailleurs. Je ne sais plus. C'était vers la fin du championnat et on se demandait si Carlsen pouvait jouer pour le gain avec les noirs. Et il avait décidé de faire nul assez sagement et on a vu ce qui s'est passé au départage ensuite. Bon, il y a eu fou G5 de Karyakin, donc c'était sa nouveauté apparemment, sauf que j'ai pas compris pourquoi il a commencé à réfléchir 20 minutes sur dame B8. J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui doit m'échapper. Si vous pensez avoir l'info, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je sais pas, il arrive ici, la position est connue, il arrive avec sa petite nouveauté fou G5, alors est-ce qu'il a pensé que F6 et fou E7 ou dame D7, c'est quand même très bizarre.
Dame B8, c'est un coup voilà, qui arrive souvent dans cette variante. Donc comment il a pu ne pas mettre ce coup dans sa prépa, je ne comprends pas trop. En plus, toujours plutôt bien préparé, Karakin. Donc je ne sais pas, c'est un mystère pour moi. Il a réfléchi longtemps pour jouer fou E2. Et après, en plus, il a eu un Zeitnote et ça l'a pas aidé. Cavalier C3, Dame C7. Il y a une partie d'ordinateur avec cavalier F4. Dame C7, G3, Fou E7, Fou E3, on avance, 4, petit roc des blancs, petit roc des noirs. Alors voilà, il sacrifie le pion H5 encore, hein, donc Carlsen qui joue de manière très dynamique. C'est ça que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est que il est réputé pour son style positionnel, jouer longtemps, jouer des finales, jouer voilà, tranquillement, pas se presser, un peu à la Karpov, à la Capablanca. Mais en fait, c'est un joueur complet tout simplement. Carlsen, il l'avait déjà montré largement dans sa jeunesse en jouant des grosses parties d'attaque. Il l'avait déjà montré à quelques occasions, bien sûr, depuis qu'il est numéro 1 mondial, même si c'est pas la majorité de ses parties. Je ne sais pas, on peut citer les attaques qu'il a faites, ne serait-ce que en championnat du monde contre Anand. Une partie avec tour à 3, par exemple, mais on peut citer plein de parties en fait. À Vishkanze aussi, c'était contre Rapporte, je crois qu'il avait joué une partie avec l'attaque sur la colonne G, et puis la partie qu'on a vue avant contre Guiri. Donc il avait souvent montré, mais là quand même, voilà, vu sa position dans le tournoi, sacrifier un pion, alors que nul ne suffirait avec les noirs pour position très favorable avant la dernière ronde. C'est gonflé, Karakin réfléchit longtemps, il accepte, cavalier E5, fou E2, la dame vient là, et voilà. Et alors c'est la position qu'il voulait obtenir Carlsen. En fait, il dit le pion H finalement c'est pas très important, moi ce que je veux c'est les cases blanches autour du roi, et il veut placer un fou G4. Fou G4 pour venir fragiliser les cases blanches, il dit fou G4, fou F3 et passer la dame à l'attaque. Donc ça peut être assez mortel, ça peut arriver très très vite. Donc c'est l'idée, alors que faire avec les blancs c'est pas simple. Les blancs qui doivent se défendre, c'est pas évident. Et Karakin, qui est pourtant un des meilleurs défenseurs au monde, n'a pas trouvé comment faire. Il a joué dame à 4 pour proposer l'échange des dames. Évidemment, c'est refusé. Il a essayé C5 pour se débarrasser du pion avec cavalier prend. C'est une très bonne idée, puisque ce pion appuie sur la case F3, ça fait un peu peur. Carlsen a dit qu'il avait envisagé brièvement cavalier F3, échec, prise. Puisque si la dame arrive en H3, c'est mat. Mais la dame vient, fou H3. Donc l'idée, c'est fou G2, suivi de dame là, donc c'est mortel, donc il faut faire super gaffe à ça. Sur C prend D intermédiaire, alors sur fou G2 il y a peut-être encore pion G4, je suppose. Donc fou prend D6, c'est d'ailleurs ça doit être l'idée. Dame prend F3 pour pas se faire avoir, et puis la qualité sacrifiée pour les blancs, mais avec des bonnes compensations. Il y a déjà 2 pions pour la qualité, donc c'est une vente citée par Carlsen à la conférence de presse. Il a cité ses devoirs rentre rapidement, il a joué des Français, il y a eu cavalier prend, il a joué C4, il avait déjà 40 minutes d'avance à la pendule, pratiquement, très impressionnant. Et Karakin s'est un peu trompé avec C3, il aurait dû s'auto-clouer avec Dame C2, Carlsen disait qu'après tour 8, il avait de toute façon des bonnes compensations. Sinon, une idée qui était proposée par Miro Nishenko au commentaire, c'était fou H7 avec des F5, F4. J'aime bien cette idée, je la trouve assez jolie, je sais pas si elle fonctionne, sympa. Je sais pas si Carlsen y a pensé. Cavalier C3 a été joué, il y a eu B5. Il avait l'impression ici que Karakin s'était déjà un peu résigné à la nulle avec des variantes comme fou D3, prise, échec, voilà, cavalier prend, pion prend, dame G4 et échec perpétuel. C'était pas vraiment le cas, il y a eu B5, dame D1. Il joue pour le gain, Carlsen, il joue B5, la dame repart, il joue B4, le cavalier doit aller sur le bord, et c'est assez terrible parce que le cavalier reviendra plus en jeu de toute la partie. Il restera même sur cette cage jusqu'à la fin de la partie. Carlsen mentionnait la variante D6 comme un peu plus résistante, tour D8, alors, il dit sur le sacrifice de dame ça doit pas être assez. Il dit que ça doit être un peu léger. Et sur cavalier D5, il a donné fou prend, fourchette, dame C6, cavalier prend, fou H3 menace mat, F3, cavalier G4 menace le fou. On peut pas prendre parce qu'il y a dame G2 mat. Ici fou F2, dame prend A8 tranquillement. Il disait bon on a des méga compensations avec les noirs. Donc il y a eu cavalier 4 dans la partie, fou E4 à tempo, dame D4, attaque les 2 pièces, dame F5 défend les 2 pièces. Elle a cité cavalier F3 échec encore ici. Mais il disait que... Ah non, ça c'est une variante que je crois pas qu'il l'ait citée. Il a dû la citer, mais peut-être un peu différemment. Bref, il a préféré jouer dame F5. Et là, Karakin a commis une nouvelle imprécision, F4.
Bon, c'est dur hein, de jouer cette position, il n'y a qu'avec les 3 échecs qui arrivent, avec des fourchettes royales, donc fou prend forcé, dame prend et mat. Donc faut faire quelque chose, c'est pas évident. Donc il y a eu F4. Sur F3, c'était plus chaud. F3 c'était tendu. Fou prend F3. Cavalier B6. Fou F6. Ok, c'était ça Carlsen comme possibilité de jeu. Il disait que c'était de toute façon la meilleure chance des blancs. C'était assez chaud. On peut peut-être aussi faire cavalier prend, fou prend, fou prend. On est cloué, mais c'est pas facile d'en profiter. Ok, fou F4. Échec. Prise, c'est décidé par Carlsen. Il dit bon, c'est toujours grave les cases blanches ici. Hein, ça fait peur. Hein. La dame doit rester là, la pression. Et puis il y a du tour 8 qui arrive. C'est chaud. Donc F4 a été joué. Il y a eu dame G6. Très fort coup. Ouais, on se demandait s'il allait prendre la nulle, Carlsen, avec dame H3. Pas du tout. Il a compris que sa position était gagnante. Il joue dame G6. Le fou protège. Il joue cavalier D3. Ouais, quand il devait choisir tout à l'heure, il a dit j'aimerais bien avoir un pion C4 pour mettre une pièce en D3. Bah écoute, il a bien compris. Hein. H5 vicieux de Karjakin malgré peu de temps à la pendule. Défense vicieuse. Il invite cavalier prend F4. Avec l'idée, si pion prend dame, cavalier prend E2 fourchette royale et les noirs peuvent prendre l'avantage. Mais ici, il y a tour à E1 et c'est mortel. On va se retrouver avec les fous en prise. C'est assez terrible. Donc ici, malheureusement, trop de problèmes pour les noirs. Trop de problèmes pour les noirs. Donc il a bien déjoué ça. Carlsen, il a réfléchi que 2 minutes 40. Il a joué dame F5. C'était bien joué. Et Karjakin a craqué ici avec fou G4. Bon, il essaie d'échanger les fous en disant que ça va soulager sa position. C'était pas vraiment le cas. Carlsen a dit ici analyse. C'est terminé. Effectivement, il attaque en F4. Donc c'est mortel. Donc simplement comment ça s'est fini. Du fou G4. Dame prend G4. Dame prend E4. Oui, alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu faire fou prend D3. C'était sa meilleure chance quand même ici. Karjakin n'a pas senti qu'il devait échanger ce cavalier. Il a pris ici. Et il n'a pas pris ici, il aurait dû. Il y a eu C prend D. Oui, il aurait pu faire ça. Il aurait pu largement faire ça. Avec dame E5. Essayer de survivre. Alors Carlsen disait qu'il est toujours en bonne position. C'est clair. Mais au moins c'était sa meilleure chance. Sinon on disait qu'il pouvait sur fou prend D3. S'il fait fou prend D3, il a eu sacrifice de qualité. Dame E5. Avec des compensations pour les blancs. C'est vrai que le cavalier va cette fois revenir en jeu. Les pions centraux peuvent faire des compensations. Donc un peu chaud. Alors gaffe de Karjakin avec 3 minutes à la pendule. Fou G4, pas facile. Et maintenant il a une position en ruine tout simplement. Avec son roc trop faible. Cavalier en A4 qui ne revient pas. Mais bon, c'est super bien jugé de Carlsen. Dame G2. Carlsen avait beaucoup d'avance à la pendule en plus ici. Mais il n'avait pas besoin de réfléchir très longtemps pour trouver des forts coups. Il a récupéré tout simplement son pion. Il avait sacrifié. Et puis il a gardé sa dame, hein, bien sûr. Hein, donc on ne va pas échanger les dames alors qu'on est en train d'attaquer le roi qui est faible. Il a le méga cavalier D3, on peut dire le cavalier Kasparov, hein, comme dans une célèbre partie qu'il a joué en championnat du monde contre Karpov. Le cavalier pieuvre, et puis il a joué tour 4 attaque le fou doit repartir, tour F8, et là tout simplement abandon de Karjakin, sans même attendre qu'il tombe au temps ou quoi. C'est son 39e coup. Bon, il y a trop de menaces, hein, c'est terrible. Il y a du cavalier prend qui arrive. Après, il y a du tour E2, il y a du tour E3, et il y a le roi qui est faible, il y a des mates qui arrivent sur la colonne H. Donc c'est vraiment tendu. Hop. Donc ça j'enlève. Voilà pour cette partie, donc superbe Carlsen hein, qui bat Karjakin et qui gagne le tournoi une ronde avant la fin. 6/8 et il a terminé contre Grichuk. Alors pas très long que cette partie contre Grichuk. Donc Carlsen, on aurait pu dire bon, dernière ronde, il a déjà gagné le tournoi, il va faire nul. Non, mais il fait pas ça lui. Il fait pas ça. Il l'avait déjà montré dans un tournoi à Saint-Louis contre Aronian. C'était même pire que ça, c'est que pendant la partie, Aronian lui propose nul. Position qui a l'air à peu près égale. Peut-être il était un peu moins bien, Aronian. Et Carlsen refuse alors qu'il pouvait gagner le tournoi en acceptant. Il refuse, il joue, il gagne. Et il gagne le tournoi de manière encore plus brillante, quoi. Il aime jouer tout simplement, Carlsen, c'est un joueur. Hein. Donc voilà. Ah oui, je vous avais préparé les petites photos. Donc c'était contre Karjakin juste avant. Voilà, il y a Topalov qui est derrière. Et puis contre Grichuk, bon, une photo qui illustre un peu hein, la partie et puis le tournoi. Hein, donc les adversaires de Carlsen qui ont terminé ce tournoi un peu la tête basse. Avec les deuxièmes qui ont 5 points.
Si je ne m'abuse, seulement un demi-point de plus que la moyenne, puisque Carlsen a 7 points, finit avec 7 points, donc 2 points d'avance pour Carlsen. Voilà, alors ah bah c'est encore décadré. Voilà. Ok. Donc Grischuk, bon, joueur redoutable, hein, niveau top 10 mondial, qui joue une défense de Berlin en plus, contre l'Espagnol de Carlsen. Donc bon, on va pas regarder l'ouverture dans les détails. Ils atteignent cette position après 13 coups. A5 de Carlsen qui prend de l'espace, fou C5, cavalier D2, fou 6, tour. Et là, Grischuk joue B5 et il dit qu'elle a complètement raté la suite sur K et B3. Il s'est senti obligé de prendre en B3 et il joue contre la paire de fous. Il a beaucoup souffert. Il disait qu'il avait raté sur fou 7 A6 avec les dés cavalier A5. Avec une position très pénible apparemment pour les noirs. Enfin, il ne voulait pas jouer ça. Et puis sur fou D6, qui est une idée où il peut au moins revenir en C7 pour défendre, il disait qu'il avait raté fou G5. Donc bon, je sais pas les détails, ils n'ont pas donné les détails d'ailleurs. Mais en tout cas, il a pris en B3. Et maintenant, il doit jouer contre la paire de fous. Voilà. Donc alors, on va pas regarder trop en détail, mais on va avancer. Donc déjà 35 minutes d'avance pour Carlsen. Bon, contre Grischuk, c'est assez logique. Ah oui, donc ici, c'est pas si facile de trouver un plan pour les blancs. Et tour F1, c'était un peu mystérieux comme coup. Et en fait, son plan, c'est G3, F4. Donc il veut ouvrir la position pour ses fous. Donc alors il ne veut pas faire F4 avec le fou en G5 parce qu'il sera un peu maladroit ici pour rester un peu coincé là-bas. Donc il le ramène carrément en C1. Donc de toute façon en C1 il ne gêne pas sa tour en F1. Donc ça, on comprend un peu fou, tour F1 aussi. Et puis il joue F4. Voilà. Il veut ouvrir la position. Ses pièces se placent un peu comme dans la partie contre Guéry. Sont prêtes à intervenir en cas d'ouverture de la position. Et c'est déjà très dur de défendre la position des noirs. Il y a eu F6. Bon, s'il prend F4, il se prend fou prend et la tour D6 est très maladroite. Il y a très peu de cases et elle risque de se faire attraper. Par exemple, tour D3, fou C2. Donc il a joué F6 pour essayer d'être solide. Il y a eu H4. Tour E8. Carlsen disait que peut-être fallait faire H5 côté noir pour ne pas se laisser marcher dessus. Après tour E8, il a pris encore plus d'espace avec H5. Donc il a un pion H5, un pion A5, ça fait beaucoup. Il y a eu H6. Ok, peut-être la meilleure chance de Grischuk, ça aurait été de prendre en F4. Et jouer cavalier C5 pour venir en D3. Essayer de s'activer comme ça. Et les pièces noires sont plutôt bien placées, actives, quoi. Ce qui n'était pas le cas dans la partie, c'était une catastrophe dans la partie. Donc il y a eu H6, H5, H6, fou A2, C5. Bon, l'idée est excellente, c'est-à-dire jouer C4, prendre de l'espace, et après, si on enchaîne ça, on est fantastique. Mais c'est trop ambitieux, et Carlsen réfute avec fou 3, très joli, très bien joué. En fait, il cloue le pion, mais ça inclut un sacrifice de pion. Donc encore une fois, Carlsen sacrifie un pion. Donc ça fait la troisième partie suite, les 3 dernières rondes où il a fait 3 sur 3 en sacrifiant à chaque fois un pion. Donc jeu très dynamique. Donc il montre qu'il peut jouer tous les types de positions. Il y a eu E prend, G prend et tour prend 4. Voilà, c'est le pion sacrifié. Bon, là, l'idée, c'est pas de faire fou prend F4 parce qu'il y a cavalier E5. Hein, donc c'est pénible. Donc l'idée, c'était de faire pion prend et ça sacrifie le pion. Donc on peut montrer s'il prenait pas le pion. Grischuk, il était quand même un peu écrabouillé. Fou B8 par exemple. Fou D5. Fou C7. J'attaque le pion. Prise. On peut pas prendre du cavalier parce qu'il y a fou prend C5. Clouage. Donc tour prend. Alors on peut pas faire fou F4 parce qu'on se prend tour prend là. On est cloué, donc on se fait avoir, on perd 2 pièces pour la tour, c'est pas bien. Mais on peut faire B4 d'abord. Prise, prise. Et là, regardez les pièces noires, très peu de cases, très peu de coups à jouer. Disons fou D8, tour D2. Donc menace fou F4, cette fois-ci. Donc si tour prend H5, fou F4 attaque la tour. Une seule défense cavalier là, et après G4, c'est la tour en H5 qui est attaquée, et si elle avance, bon déjà elle est limite perdue, mais il y a fou prend E5 qui gagne juste la pièce déjà. Donc tour 8 plutôt, et après tour fou B7 pour échanger les tours. Il se trouve qu'ici c'est très très dur de jouer la position noire. Par exemple tour E6 pour défendre, il y a fou D5. La tour peut pas venir en D6 parce qu'il y a fou F4. C'est une catastrophe. Et après il y a la tour blanche qui arrive, qui menace du tour C6. C'est terrible. À chaque fois on va perdre le pion A6 dans des variantes. Des fois c'est par fou B7, des fois c'est par tour C6. Donc sur fou prend D2, disons cavalier B8, mais après fou F4. Regardez la paire de fou des blancs qui est mortelle. Le fou fait pression là, il défend. La tour peut venir rapidement sur la colonne. Ça c'est terrible. Voilà.
Donc trop dur, il a accepté le pion. Et il fout B1. Donc tour E7. Alors il peut pas partir à tour A4 pour aller chercher le pion, il se prend fou G6. Et ensuite simplement il recule son fou. Et puis il se prend par exemple ça, fourchette. Et si on défend, on est mat. Voilà, donc il y a de l'infiltration. En fait l'idée de base ici des blancs, de fou B1, c'est de jouer du fou G6, doubler les tours, enlever le fou et un gros problème sur E8. Et les pièces noires sont très maladroitement placées pour défendre ça. Donc il y a eu tour E7, tour F1, voilà, il veut juste faire fou bouge et fou G6, c'est déjà juste mortel. Il y a eu F5 d'ailleurs, il a tenté de se dégager contre ça avec Ketchuk. Bon, le seul coup c'était cavalier B8 apparemment, seul coup pour tenir à peu près la position. L'ordinateur n'est pas si impressionné que ça par la position blanche. Mais bon, les blancs sont quand même mieux. Sinon sur fou B8, juste fou F2. Prise, et là regardez déjà il y a fou G6 qui arrive sur nous, on peut presque rien faire contre ça, c'est terrible. Faut essayer de ramener la tour en catastrophe, on se prend fou F5 attaque le cavalier pas de case, tour C7, tour E6 attaque le pion, par exemple on protège, fou G6 il va y avoir mat. Donc c'est juste terrible. Oui enfin ou alors il va se décaler pour pas se faire mater, mais il va se prendre la totale, tour là, fou prend, etc. C'est cauchemar. Il a joué F5 pour se dégager, fou prend, cavalier F6, roi F3. Il menace, fou prend, ici, tactiquement, jolie menace. Donc, si cavalier prend, fou prend par exemple. Si tour prend E2, fou prend D6 intermédiaire, ça gagne complètement. Donc il devait jouer tour D5 hein, ici, Ketchuk pour essayer de défendre, mais bon, c'était quand même très dur après fou G6. Il doit se défendre comme ça, essayer de se barricader, c'est désagréable quoi. Il a fait cavalier D5, en plus il avait peu de temps. Il s'est pris tour D2 et Ketchuk expliquait qu'il était très choqué par ce coup qui cloue. Donc en fait il était concentré sur la colonne E je pense. Et le changement de colonne, là, changement de colonne sur D, ça l'a choqué. De toute façon il ne pourrait rien faire dans la position. Il y a eu tour prend. Il a fait cavalier prend. Bon s'il faisait tour prend, échange des tours, fou B7, c'était une finale complètement gagnante pour Carlsen. Paire de fou, va gagner le pion, on va voir le pion passer. Donc il a choisi cavalier prend tour D6 et là c'est la même. Il va perdre le pion à 6, il a préféré abandonner. Ketchuk a dit que Carlsen avait vraiment joué de manière excellente dans cette partie. Et on peut dire tout simplement dans ce tournoi, parce qu'il y a très peu de déchets dans son jeu. Carlsen dans ce tournoi. Donc superbe victoire. Les performances de Carlsen dans sa carrière en fait. Dans sa carrière, c'est celle-ci. Donc c'est rappelé par le journaliste norvégien Svendsen. Donc j'ai repris ce cadre sur le site Repechek. Donc déjà, il est sur une série de 50 parties sans défaite, ce qui est son record. C'est vrai que souvent il perdait une partie par-ci par-là, hein, Carlsen, notamment parfois en prenant des risques. Mais là, il a une grosse série de 36 nuls, 14 victoires. En 2019, il a une perf à 2927, ce qui est assez fantastique, avec 10 victoires et 12 nuls, 0 défaite. Puis les meilleures perfs dans sa vie, voilà, c'était Nanjing 2009, où il a été un peu révélé, puis c'est là qu'il est devenu numéro mondial juste après. Il avait marqué un monstrueux 8 sur 10. Avec une perf à 3002. Sinon, vous voyez, 2994 à Londres en 2012. Et puis là, Shamkir, cette performance, c'est la troisième, mathématiquement parlant, c'est la troisième meilleure perf de sa carrière. Donc, il fallait le noter, hein, c'est assez fantastique. Il avait déjà fait un 7 sur 9 au Shamkir, c'était en 2015. Il a fait presque la même perf. Et puis, voilà, vous voyez ses perfs à plus de 2009. Et donc, au classement mondial, Magnus Carlsen, actuellement, a repris une large avance sur Fabiano Caruana. Donc 44 points d'avance, c'est assez monstrueux. Donc il est de retour, donc je pense qu'il a donné la réponse à tout le monde. Magnus, pardon, je pense qu'il a donné la réponse à tous ceux qui se posaient un peu des questions. Voilà, donc en battant Caruana au championnat du monde, c'est vrai qu'on se disait ça va être chaud quand même. En gagnant le tournoi de Viskanze brillamment au mois de janvier. Et puis ici, voilà, il avait pris un petit titre de champion du monde rapide, je crois, de Blitz en passant au mois de décembre, au début janvier, bref. C'est comme à son habitude. Et puis voilà, là c'est monstrueux, un 7 sur 9 dans le Shamkir. Donc Carlsen qui est de retour, on peut dire, il est bien là. Est-ce qu'il va retutoyer la barre des 2900 Elo comme il l'avait fait par le passé? S'il continue à jouer comme ça, bah, ma foi, c'est possible. Mais en tout cas, il domine largement son époque, hein, de nouveau, on peut le noter. Et puis il a retrouvé la motivation, donc ça fait plaisir de voir le champion du monde, le numéro 1 mondial, à ce niveau-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas.
Et puis à soutenir la chaîne, voilà, tout ce matériel est gratuit, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec le lien du Tipeee dans la description, à laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura bien sûr la petite vidéo des études du vendredi qui arrivera un peu plus tard. Portez-vous bien, très bon week-end à tous, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.